Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, je suis à Leiria, la capitale du district où j'habite, pour visiter un parc, le parc Gem de Fonseca. Un parc qui pour moi a son importance car un écrivain que j'aime beaucoup, portugais, a été aménagé par la ville. L'écrivain s'appelle Camilo Castelo Branco du 19e siècle et c'est un des fondateurs du roman moderne portugais. Une œuvre extrêmement féconde de plus de 260 volumes. Il a écrit à peu près tous les genres, de la poésie, du roman, de la nouvelle, du théâtre, de l'histoire et des critiques littéraires. Il a même fait des traductions pour vous dire ô combien cet écrivain a participé dans la littérature en général portugaise. Dans toutes ses œuvres et dans la vie même de l'auteur, on retrouve souvent le tempérament et la vie de l'auteur. Je ne dirais pas que c'est des œuvres biographiques, mais on retrouve justement cette passion fatale liée au sarcasme. Un écrivain qui a toujours beaucoup eu d'ironie, de morale, du fanatisme, du cynisme. Et c'est vrai que aujourd'hui, je voulais vous parler de cela, de deux écrivains principalement. Ce n'est pas forcément un cours de grammaire, c'est simplement une discussion sur cette belle ville, sur ces écrivains, et puis les quelques liaisons, ponts qu'on peut faire avec les auteurs français. Comme vous l'avez compris lors d'autres vidéos que je fais, non pas seulement des vlogs, mais je propose aussi des livres audio. Ces livres audio sont pour moi une des meilleures manières d'apprendre une langue étrangère. Vous pouvez regarder cette vidéo qui va apparaître. En effet, pourquoi je dis cela? Parce que c'est comme ça que j'ai appris d'autres langues, c'est comme ça que je pratique mes autres langues, c'est-à-dire je prends un texte, un livre, et j'essaye de lire à haute voix, donc des livres dans des langues que je maîtrise déjà, c'est cette manière-là que je fais, je lis à haute voix. Quand je suis dans le processus d'apprentissage, ce que je fais, c'est que 5 minutes par jour, pas plus, parce que c'est extrêmement fatigant, je clique, j'écoute une phrase, je fais pause et puis j'essaie de répéter la phrase à haute voix le mieux possible. Pourquoi je trouve que cet exercice est primordial pour apprendre une langue étrangère? Parce qu'elle nous permet déjà de nous familiariser avec la compréhension et puis de nous familiariser avec l'articulation, la phonétique de la langue, l'intonation de la langue. Parce que souvent, j'entends « Ah, mais tant que je n'ai pas un niveau certain dans la langue, je ne m'autorise pas à parler cette langue. » Et pour moi, c'est une erreur, parce que nous devrions parler la langue même avant de l'étudier. Ça, c'est mon point de vue. Ce que je propose justement à mes apprenants, c'est de pratiquer le plus possible. L'input est extrêmement important, mais un input compréhensif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour moi, vous devriez écouter la langue, oui, d'une manière attentive, mais aussi l'exploiter, la comprendre, la manipuler. Il y a différentes manières de faire ça, avec une musique que vous aimez bien, qui a été traduite en français, avec simplement un livre, par exemple, que vous aimez dans votre langue. Pourquoi ne pas prendre la traduction en français, puis essayer de comparer? Il y a mille et une manières de faire. Voilà. Celle que je préfère personnellement, c'est celle du livre audio. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs enregistrements de livres audio, différents genres, différentes époques, pour vous permettre, vous donner cette possibilité. C'est ce qui m'a manqué dans d'autres langues mineures que j'ai appris, par exemple le romanche, qui est la quatrième langue
officielle suisse, il y a très très peu d'enregistrements en romanche, particulièrement en sursylvane, l'idiome que j'ai appris. Et il est vrai que ça m'a manqué énormément. Et c'est pour ça que je vous propose ce type d'exercice. Camilo Castelo Branco, comme je vous l'ai dit, a une œuvre très féconde, est un écrivain qui est extrêmement intéressant. Une de ses œuvres les plus connues, c'est L'amour de perdition. Je vous conseille d'y jeter un œil, dans vos langues, pourquoi pas, mais idéalement en français. J'essaierai de faire d'ailleurs un petit livre audio sur cet écrivain. J'ai plusieurs livres de cet auteur. Et je voulais aussi vous montrer ce parc, non pas seulement pour cet écrivain, mais aussi pour cet objet, je dirais, qui est un peu qui est particulier, qui est assez insolite dans un parc. C'est l'avion bimoteur Beechcraft. Pour ceux qui connaissent, je vous montre. Là, c'est un avion de la Première Guerre mondiale, de la base aérienne numéro 5. Un vrai avion de guerre de la Première Guerre mondiale qui se trouve ici, dans ce parc. Je trouve que c'est tout à fait insolite de retrouver cela et je voulais absolument vous le montrer. Donc c'est avec cet arrière-plan que je continue cette discussion pour vous parler du deuxième auteur, écrivain portugais qui a été pour moi une grande découverte. J'ai lu pas toutes, mais la plupart de ses œuvres. S. de Queiroz. Je vous incite vraiment à découvrir cet auteur portugais du 19e aussi. Il est d'ailleurs, vous voyez les ponts avec la francophonie, la France. Justement, cet auteur est décédé en 1900 à Neuilly-sur-Seine, en France. Il était un grand admirateur des auteurs français. Quelques livres que je vous conseille, les Mayas, La Relique, Le Cousin Basilio. Ce sont peut-être les trois pour moi les plus représentants de son œuvre. Et cette Queiroz a introduit le naturalisme dans la littérature portugaise après avoir beaucoup fréquenté Paris. Son écriture est plutôt fluide, musicale, d'un certain humour, presque même de l'ironie. On dit souvent, on le surnommait souvent Queiroz comme le Zola portugais. À vrai dire, dans son œuvre, dans son style, même personnellement, et d'autres critiques affirment aussi, son influence son style est très flaubertien. Donc Flaubert, vous avez déjà entendu parler, du moins je l'espère, un grand écrivain justement français du 19e aussi. Flaubert a écrit L'éducation sentimentale, une des œuvres que j'aime le plus. Quand on lit son meilleur roman de Queiroz, celui qui a été le plus traduit, qui s'appelle La Capitale, on sent nettement cette influence. Le roman d'apprentissage, qui rappelle un peu Le Bel Ami de Maupassant aussi, avec cette jeunesse estudiantine de Coimbra, les débuts du personnage principal dans le journalisme, ses engagements, cette époque charnière de la vie d'un homme où tout semble possible. C'est le style totalement flaubertien et le style de Queiroz. Donc vous avez compris mon admiration pour la globalisation, pour ces liens qui se créent entre les pays qui ne datent pas d'aujourd'hui. On les retrouvait justement et surtout dans le style, les écrivains, les possibilités. Et vous savez que j'habite au Portugal, donc j'aimerais vous montrer plus de ce beau pays. En l'occurrence, on voit une ville tout à fait moderne, qui est Leiria,
avec un skatepark, avec un avion de guerre. Et à quelques pas d'ici, comme vous pouvez le voir sur la hauteur de cette image, le château de Lady, où je ferai aussi une vidéo, car c'est un château tout à fait exceptionnel, qui a défendu des morts aussi toute cette région. Et voyez un parc tout à fait moderne. Le Portugal a beaucoup investi dans le bien-être, la qualité de vie de ses habitants. Et donc je reviens sur une question qui, pour moi, est extrêmement importante. L'objectif que les apprenants ont de parler le français comme un natif ne fait pas, pour moi, grand sens, parce que la science même l'a prouvé, notre cerveau a une certaine élasticité, notre appareil phonatoire a une certaine possibilité qui se réduit avec le temps. Donc quand on est capable de parler toutes les langues du monde, et puis au fil des mois, les premiers mois de vie, notre appareil phonatoire se réduit, se restreint et nous empêche d'apprendre d'autres langues plus facilement. Je dirais que jusqu'à l'âge de 15 ans, on a encore une certaine facilité d'apprentissage, et passé cela, il faudra donc beaucoup d'efforts pour réellement apprendre une langue et pouvoir la parler d'une manière tout à fait compréhensible. Pour moi, ce qui est important, c'est ce mot compréhensibilité. C'est être capable de s'exprimer de sorte à ce que notre interlocuteur nous comprenne. Maintenant, est-ce que notre interlocuteur a besoin de ressentir votre maîtrise totale de la langue pour vous comprendre? Non. Je ne connais pas vos objectifs. Je dirais que c'est d'ailleurs la première chose, c'est d'avoir vos objectifs bien clairs et essayer d'être réaliste et raisonnable. Est-ce que réellement vous avez besoin de connaître tous les temps de la langue française? Est-ce que le plus que parfait est important pour vous? Est-ce que réellement il est essentiel pour que vous puissiez parler dans votre quotidien, au travail? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ayez vos objectifs bien clairs et puis travaillez en fonction de cela. Ça ne sert à rien de perdre du temps et surtout de l'argent avec des cours qui ne font pas réellement sens pour vos besoins. Si dans votre réalité, ce qui est important, c'est de parler français pour être capable de communiquer avec votre entourage, alors centrez votre travail, centrez votre apprentissage sur l'oral. Il est important de savoir écrire, mais est-ce que réellement, dans une première phase, l'écriture est essentielle pour vous, l'expression écrite? Si ce n'est pas le cas, économisez cette énergie. D'une manière ou d'une autre, j'insiste, le meilleur exercice que vous pourriez faire, de mon point de vue, c'est de travailler avec les audiolivres, avec les livres audio. Justement parce que, inconsciemment, vous êtes en train de travailler tout ce dont vous avez besoin. La compréhension écrite, la compréhension orale, en regardant le texte, en écoutant la personne qui lit, le médiateur, et surtout, vous serez, au moment où vous répéterez la phrase que le médiateur vient de vous lire, alors à ce moment-là, vous êtes en train de pratiquer, donc l'expression orale. J'insiste là-dessus parce que j'ai vu de réels résultats dans mon apprentissage même. Et je pense que avec toutes les expériences que j'ai eues en tant qu'enseignant, j'ai vu que les apprenants qui ont suivi ce conseil évoluaient beaucoup plus rapidement que les autres. Bien sûr, la grammaire est importante, bien sûr, tout le reste,
Et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos dans ce sens-là, pour vous montrer des points de grammaire qui sont extrêmement importants, hein, des fois difficiles à comprendre, et puis peut-être qu'avec ma manière d'expliquer, ce sera peut-être plus simple pour vous d'assimiler ces choses-là. Et je profite de ce moment-là, de ces quelques écrivains, pour vous parler de quelques expressions autour du livre. Attendez, j'ai une vue extraordinaire, laissez-moi vous montrer cela. Donc, première expression, être à la page. Quand vous entendez quelqu'un vous dire ou dire « je suis à la page », ça veut dire que je suis au courant, je suis bien renseigné, je suis à la mode peut-être. Hein? Donc être à la page, c'est mise à jour. On a aussi une expression qui peut être tout à fait littérale, hein, si on dit tourner la page. Hein? Peut-être vous avez un livre dans la main, tourner la page, c'est une chose. Mais quand on dit tourner la page, j'aimerais tourner la page de cette histoire, de cette situation. C'est justement de prendre la décision de laisser quelque chose derrière soi. Hein? C'est de se dire, ok, je tourne la page, j'oublie, je passe à autre chose. Hein? Lire entre les lignes, c'est la troisième expression autour du livre que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Donc lire entre les lignes, c'est être capable de comprendre un sous-entendu. Donc deviner le sens caché de quelque chose, d'un message, d'une parole. Ça, on me le dit souvent. Quatrième expression, tu dévores les livres, c'est impressionnant. Dévorer, ça veut dire littéralement donc manger à une grande vitesse et une grande proportion. Hein. Dévorer un sandwich par exemple. Et quand on parle dévorer un livre, ce n'est pas le manger, mais c'est justement de lire un livre avec une grande envie. Peut-être que l'histoire est très accrochante et puis elle vous intéresse beaucoup, donc du coup, vous lisez énormément. Et la cinquième, un livre de chevet. Livre de chevet, c'est ce que je pourrais dire par exemple comme mon livre de chevet, c'est Don Quichotte. C'est un livre qu'on aime beaucoup, qu'on pourrait relire ou qu'on relit. Un livre qui fait sens dans notre manière d'être, de penser, de vivre. Et c'est vrai que Don Quichotte, c'est mon livre de prédilection. Hein, j'ai étudié à l'université aussi de la littérature espagnole. D'ailleurs, une de mes licences est en littérature espagnole. Et j'ai fait mon travail de bachelor sur Quichotte, pour vous dire ô combien je trouve que son histoire, son roman du XVIe siècle fait tout à fait sens, même aujourd'hui. Donc c'était une petite discussion sur les écrivains, sur l'apprentissage, sur la langue française en général. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous à ma chaîne. La plupart d'entre vous, plus de 50% de ceux qui réellement suivent mes cours ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et c'est vrai que j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir continuer à produire des vidéos. Hein. C'est gratuit pour vous, ça ne l'est pas forcément pour moi. Avec votre soutien, les vidéos seront partagées à plus de monde. YouTube comprendra que ce sont des vidéos importantes et fera de plus grande publicité à mon travail. Donc c'est ce que j'aimerais de votre part, c'est simplement un clic, abonnez-vous, activez les notifications, partagez les vidéos qui vous plaisent le plus avec vos amis, vos connaissances, sur vos groupes Facebook ou Instagram. Et avec cela, vous me permettrez justement de continuer cette création
qui me fait énormément plaisir. Je le dis dans la description de mon profil, le plus important pour moi avec ces vidéos, c'est vraiment le fait de me dire que dans une salle de classe, le nombre d'années que je travaille, j'ai peut-être atteint, si on veut bien, 1000 ou peut-être 2000 apprenants en plusieurs années. Et en 2 mois, j'ai commencé il y a 2 mois ou 2 mois et demi ces quelques vidéos sur YouTube. Et en 2 mois et demi, j'ai déjà dépassé le nombre d'apprenants que j'avais atteint dans la salle de classe. Donc vous voyez, pour moi, c'est extraordinaire de me dire que YouTube permet de me faire connaître et d'aider des gens qui se trouvent au Mexique, qui se trouvent en Colombie, qui se trouvent en Égypte, en Inde, en Corée. C'est extraordinaire, en Chine. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Donc merci beaucoup pour votre audience et puis je vous souhaite une belle continuation, un bel apprentissage. Au plaisir.